J'ai grandi dans une ferme d'élevage de chevaux hors de Pretoria et j'ai été au milieu de la vie sauvage et de la nature toute ma vie. On a grandi à la ferme, on avait une piscine, 2 rivières et 2 digues. Et entre ces 2 étendues d'eau, ma sœur et moi, on rêvait d'être des sirènes. On retenait notre souffle, on plongeait et on disparaissait dans cette eau marron foncé de la digue et de la ferme. Ma mère avait plus ou moins une crise cardiaque en voyant ses filles disparaître. Mais si on ne pouvait presque rien voir, on vivait dans ce monde de rêve où il était possible de passer du temps sous l'eau et de nager comme des sirènes. Enfant de l'eau, je suis devenue une femme de l'eau. Ma sœur et moi, on avait ce rêve de petite fille de devenir une sirène. À la fin de mes études secondaires, on a eu l'occasion de passer ensemble le brevet de plongée sous-marine. Je suis entrée dans l'eau avec cette réserve sur le dos. Je suis descendue au fond et j'étais si mal à l'aise. C'était tellement bruyant, on voulait bouger dans l'eau comme on savait le faire, mais on ne pouvait pas car on était limité dans nos mouvements. J'étais déçue. C'était comme si tout ce dont j'avais rêvé était un mensonge ou n'était pas réalisable parce que je ne pouvais pas bouger comme ça sous l'eau. À 19 ans, je suis allée en Suède pour mes études. Pendant mes études, j'ai rencontré un homme très éclectique et très intéressant qui m'a dit « As-tu entendu parler de la plongée en apnée ?» Plonger en retenant son souffle et sans équipement. Ces propos m'ont rempli de joie et d'enthousiasme. Il m'a expliqué les bases et j'ai retenu mon souffle. Dans ce fjord sombre en Suède, j'ai plongé de la falaise dans le silence. C'était comme si tout avait un sens et que j'avais trouvé mon chez-moi. Cela fait longtemps que je n'ai pas plongé au beau milieu de nulle part. Je suis impatiente d'être dans l'eau, de retenir ma respiration, de faire quelques mouvements de jambes et de descendre là où tout est calme et a encore un sens. Je pensais que je ne pourrais jamais retenir mon souffle plus de 5 minutes. Ça me semblait impossible. Et puis après quelques mois d'entraînement à m'étirer les poumons, à faire de la méditation, j'ai dépassé les 6 minutes. Plus on passe de temps sous l'eau, plus notre corps apprend, se souvient et comprend cette réaction de mammifère à la plongée. C'est en nous tous. Et l'apnée nous le montre. Dès que votre visage touche l'eau, votre fréquence cardiaque ralentit. Notre corps réagit de la même manière que les baleines, les dauphins et les phoques. Nous avons une réaction de mammifère à la plongée que nous partageons entièrement avec ces créatures. Qu'est-ce qui rend cela possible? Y a-t-il un gène? Non, il n'y a pas de gène, c'est en chacun de nous. Ces plongées en apnée sont tellement liées à notre façon de respirer avant de descendre. Une fois que vous descendez, vous ne pensez plus à rien à part bouger les jambes, garder l'équilibre et se détendre. Mouvement de jambes, équilibre, décontraction. Après quelques mouvements de jambes pour s'éloigner de la surface, vous arrivez à un point de flottabilité négative où vous ne flottez plus. Vous tombez dans les profondeurs et on appelle ça la chute libre. Et je pense que la chute libre est une des choses qui m'a longtemps fait faire de la compétition. Il y a un attrait à se laisser tomber dans l'océan et à se laisser aller. Votre corps remarque la concentration croissante de dioxyde de carbone dans votre sang et réagit comme chez les baleines et les dauphins.
Le plasma sanguin se déplace dans la membrane entourant les alvéoles pulmonaires afin de les protéger de cette situation de haute pression. La rate se réduit de moitié et injecte cette eau riche en oxygène dans la circulation sanguine. On ressemble de plus en plus à des êtres aquatiques. Parfois, à mi-chemin, vous commencez à ressentir le besoin de respirer et votre corps commence à réagir, provoquant des contractions. C'est le moment de la conversation intérieure, de changer ou de choisir l'histoire que vous vous racontez en remontant. Il me reste plus qu'assez d'oxygène. Ma réaction de mammifère à la plongée est actuellement à son maximum. Et une fois qu'on a compris que son corps est le cousin de celui des dauphins et des baleines, on peut continuer à aller plus loin qu'on ne le pensait. La toute première fois que j'ai ressenti que mes aptitudes d'apnéiste allaient au-delà de la simple compétition, lors d'un voyage au Mozambique où j'enseignais l'apnée, on était entouré d'un groupe d'une centaine de dauphins. Je suis descendue, j'étais encerclée par ces animaux. Ils me regardaient, interagissaient avec moi, tournaient autour de moi. Quand je suis remontée sur le bateau, le skipper m'a dit « Je n'avais jamais vu ça, je ne les avais jamais vus jouer ou interagir avec quelqu'un de cette façon. » C'était comme si toutes ces années à s'entraîner, à nager le long d'une corde, tout cela avait du sens. Et à ce moment-là, quand j'étais invitée dans ce groupe de dauphins plein d'agilité et de vie, retourner en arrière était impossible. C'est presque devenu comme une drogue, cette nécessité de vivre cela avec les animaux de l'océan où chaque jour vous êtes sur le bateau. C'est comme un safari sauf que vous devez sortir de la voiture. L'Afrique du Sud se situe entre ce que les humains décrivent comme l'océan Atlantique et l'océan Indien. Ainsi, un côté est chaud et l'autre froid. L'eau chaude procure une grande biodiversité et une faible abondance. Il y a donc de nombreuses espèces animales. Du côté atlantique, il y a une faible abondance et une plus grande biodiversité. La diversité des opportunités du vivant est incroyable ici. Vous pouvez passer du requin blanc au requin tigre et au requin bulldog en passant par les épaulards, les baleines, les pingouins et les phoques. Je peux tout faire au Cap. Passer du temps sur Terre peut être très restrictif. Vous travaillez dans 2 dimensions. Il y a des clôtures, des routes et des règles. Mais dès que vous développez les compétences nécessaires pour pouvoir vous déplacer librement dans l'océan, vous pouvez aller aussi loin que vous le souhaitez. Il n'y a pas de clôture et vous pouvez aller où vous voulez. Le chargement du bateau est fait, on est prêt à quitter le port de Simonstown pour aller au sud de la pointe du Cap. On est dans une eau d'un bleu profond, on va voir ce qu'on peut trouver en plein océan. C'est toujours un sentiment très particulier de quitter la baie Falls et de voir cette péninsule se frayer un chemin dans l'océan et les vagues se briser contre elle. C'est la vue la plus majestueuse et la plus inspirante. Et ce cap se retrouve dans plein de noms, Cap des Tempêtes, Cap de Bonne-Espérance, Pointe du Cap. Aujourd'hui, c'est le Cap de Bonne-Espérance. Alors, est-ce que tu veux... Je vais apporter la caméra en premier ensuite. On est donc allé assez au sud de la pointe du Cap pour atteindre la ligne d'eau bleue et ce n'est qu'à 400 mètres de profondeur.
On a mis la bouée dans l'eau à laquelle est accrochée une corde lestée. On a un requin mako autour du bateau. On a un requin bleu un peu plus gros que la moyenne. Je suis impatiente parce que je n'en ai jamais vu que des petits. Pendant qu'on sera là-bas, il est probable que davantage de requins commencent à encercler notre bouée. On est en plein océan et tout peut arriver. C'était génial. 6 requins bleus. 2 d'entre eux sont assez gros pour que des petits poissons pilotes les suivent partout. C'était magnifique. Chaque année, plus de 100 millions de requins sont tués en partie pour la consommation humaine, en partie pour des usages très inutiles. Mais vous devez également savoir d'où provient votre poisson. Si on ne vous précise pas ce qu'est la chair blanche dans votre fish and chips, demandez si c'est du requin. Il est fort probable que oui. Les attaques de requins provoquent si peu de blessures ou de décès humains qu'on n'a pas le droit de s'estimer autorisé à les blesser de quelque manière que ce soit. Hors de cette petite étendue d'océan autour de nos côtes se trouvent ces vastes étendues océaniques qui n'appartiennent à personne et ne sont non contrôlées ni protégées par personne. C'est un bien public. Il y a des centaines et des centaines de bateaux chaque jour en haute mer pour pêcher hors de vue de quiconque. C'est vraiment la tragédie du bien public. Le fait qu'on pêche plus de poissons sauvages que l'océan n'a le temps d'en renouveler le stock. Si on continue comme ça, les estimations les plus prudentes disent que d'ici 2040, les océans seront vides. Nous sommes réellement en train de dévorer la vie dans les océans. « 99 kg de requins, de raies et de poissons morts équivalent à 1 kg de crevettes roses que vous mangez au restaurant. La plupart des fruits de mer ne sont pas des ressources durables. On vous vend n'importe quoi et vous ne savez pas d'où ça vient.
Mieux vaut pêcher soi-même ou acheter à un pêcheur sur les quais. L'océan est soumis à une pression énorme. Il y a tellement d'espèces que vous ne pouvez plus manger. C'est probablement plus sûr de rester à l'écart de cela. Tout le plastique qui va dans l'océan se décompose et se désagrège en morceaux plus petits sous l'effet du sel et du soleil. Les créatures vivant dans l'océan mangent ces petits morceaux de plastique aux couleurs éclatantes qui ressemblent à de petits poissons ou à du plancton. Elles meurent de faim faute de nourriture et l'estomac rempli de plastique. On ne peut pas réparer ce qui a été fait. Le changement climatique est un sujet complexe quand il est question de la dégradation des océans. L'élévation de la température affecte l'équilibre du pH dans l'eau. À mesure que l'acidité augmente, il devient impossible pour certaines créatures de survivre. Je l'ai constaté moi-même en observant le Sardine Run et d'autres événements de la vie normalement prévisibles qui se sont ralentis, arrêtés ou qui ont changé leur temporalité au cours du mois. Tout cela est dû aux températures de l'eau. Si vous êtes une baleine, un dauphin ou un oiseau, votre vie dépend fortement de la venue ou non des sardines. Ça va entraîner l'extinction de nombreuses créatures à l'avenir. Alors que le changement climatique apporte ses forces destructrices, à savoir des orages, des hausses de température, des baisses de température dans d'autres régions, notre plus grand risque est la perte de nos océans. Quand j'ai décidé d'arrêter la compétition de plongée en apnée, je n'étais pas préparée à voir autant de choses déchirantes et de défis dans les océans. Plus je voyais les périls, moins un retour en arrière était possible. Je ne pouvais pas fermer la porte en disant « Bien, c'était amusant, je vais maintenant reprendre une autre vie où je passerai mes journées à faire quelque chose qui m'apportera un quotidien confortable. » Ce n'était plus un choix possible. J'étais très fortement persuadée que je voulais m'impliquer pour apporter des solutions. Je voulais apporter ma contribution pour un avenir où les dauphins nagent librement, où les baleines ne meurent pas de faim à cause du plastique dans leur estomac. Si je veux vivre dans un monde où tout cela continue d'exister, eh bien alors je dois m'impliquer. Ce n'est pas facile de démarrer, de courir, de gérer une organisation à but non lucratif, c'est difficile. Je n'aurais jamais pu amener I Am Water là où elle en est aujourd'hui, ni faire le travail que je fais sans Peter, mon partenaire, qui est à mes côtés et qui me dit « oui, on doit le faire ». L'eau, ça me connaît. J'adore être dans l'eau. L'océan est un endroit si ludique. Son énergie dans l'eau est tout à fait appropriée pour filmer les créatures avec lesquelles on nage, sans toutefois les contrarier. Souvent, je plonge et les dauphins se mettent à nager autour de moi, puis soudain, ils remarquent Peter et tout à coup, ils se ruent sur lui. 5 dauphins tournent autour de lui et moi je pense, les gars, venez plutôt jouer avec moi. Quand j'ai rencontré Anne-Lee, j'ai constaté qu'il y avait tellement de potentiel à être sous l'eau. Cela permet en quelque sorte d'amener cet environnement à la surface parce que les gens ne comprennent pas ce qu'il y a sous l'eau. Si les gens ne le comprennent pas, ils ne vont pas s'en occuper. Cette zone est une zone de protection marine où tout prélèvement est interdit. Ça veut dire pas de pêche, pas de prise de crustacés, aucune extraction n'est autorisée. L'océan est incroyable. Si on le laissait tranquille un moment, il se reconstruirait et s'en remettrait.
Je pense que si on veut réussir à préserver nos océans, on a besoin de plus de zones comme celle-ci, plus de zones de protection marine. Les requins planés qui vivent ici, même s'ils sont de grands prédateurs et peuvent chasser des phoques allant jusqu'à ma taille, il n'y a pas eu de cas d'agression envers les humains. Ailleurs qu'ici, ils seraient victimes de la pêche. Ceci est mon endroit préféré autour de la péninsule pour faire de la plongée. C'est notre arrière-cour bleue. Il faut moins de 20 minutes de route pour arriver ici, enfiler sa combinaison, mettre ses palmes et son masque avant de découvrir la nature. C'est un écosystème incroyablement diversifié. Il y a de magnifiques forêts d'algues, peut-être quelques petits requins, peut-être quelques requins planés. On profite simplement du calme sous la surface. En m'éloignant de seulement 5 mètres du rivage, j'ai vu ce requin timide se comporter de façon inhabituelle devant moi, un petit requin timide. Je l'ai attrapé et je l'ai retourné. Il était occupé à pondre un œuf. Ils pondent des œufs qui s'attachent aux algues. Le petit œuf était moitié dedans, moitié dehors, donc on l'a laissé terminer le processus. Mais oh mon Dieu, incroyable! J'avais déjà vu des œufs de requin, mais jamais leur ponte. I Am Water est ce genre d'organisation à la vision très ramifiée, mais très claire. Il s'agit de renouer le lien qu'ont les gens avec l'océan. Au sein de I Am Water, on travaille autour des 3 grands piliers de notre philosophie du changement et de la protection. Le premier est l'éducation. Inciter les enfants de milieux défavorisés à vivre l'océan et ouvrir leur cœur à la volonté de faire de bonnes choses. Deuxièmement, on sensibilise par le biais d'images incroyables de photos que nous prenons. Nos vidéos et nos discussions atteignent un public de plus en plus large. On voit un effet d'entraînement. C'est facile de prendre des images de type histoire naturelle avec des requins, des algues ou bien des baleines et des dauphins. Mais on ajoute ensuite cet élément humain et on capture cette rencontre. C'est une image tellement différente. Et je pense que oui, cela m'enthousiasme. Je veux que les gens soient absorbés par les images que nous prenons et se mettent à la place de Han Lee en tant que protagoniste, puis qu'ils fassent expérience de la réalité dont on a pris les images. Il est tout à fait vrai qu'une image en dit plus que 1000 mots et qu'en montrer aux gens a un impact énorme. Sans la photographie en faveur de la protection ou la photographie en général, vous ne pouvez pas associer un visage ou une image à un problème. Quand les gens voient le problème, ils veulent faire quelque chose. Notre principal effort de soutien concerne le travail qu'on réalise dans le cadre de l'écotourisme. Ça consiste à faire payer des clients pour les emmener dans des endroits du monde où l'océan est intact. On leur enseigne l'apnée, on les renseigne sur les animaux qu'ils vont rencontrer, puis ils vivent ces expériences phénoménales. Voyez ces phoques à l'aspect sale en train de faire leur mue. Vous avez entendu? Le cri du bébé phoque ressemble à celui de l'agneau. Écoutez, vous entendrez un mais. C'est le jour idéal pour aller à l'île aux phoques et plonger avec les phoques. Il y a 2 bateaux remplis de touristes, des gens du monde entier qui ont entendu parler de la plongée avec les phoques et c'est génial de voir ça.
J'adore nager avec les phoques et c'est tellement agréable de voir d'autres gens en faire l'expérience. Si les gens ne connaissent pas cet endroit et ne voient pas ces animaux, ils ne comprendront pas ce qu'il y a ici et que cet endroit doit être protégé. Moi, j'ai grandi pendant la période de l'apartheid, alors ce genre de choses était considéré comme un sport de blanc. On n'entendait jamais parler d'enfants de couleur faisant de la plongée avec les phoques. Je disais toujours qu'un jour, quand j'aurai des enfants, j'aimerais leur faire vivre ces expériences qui m'étaient inaccessibles. On s'y aventure, on va sous la surface. C'est seulement une fois que vous êtes sous la surface que vous voyez la beauté, parce que ce n'est pas que des requins et des choses effrayantes. Il y a de belles créatures sous la surface. Les gens, ils sont emballés. Ils sont tellement ravis. Ils n'en croient pas leurs yeux de pouvoir flotter dans cette eau avec tous ces grands mammifères qui sont simplement curieux et désirent jouer et nager avec eux. C'est presque toujours la meilleure chose qu'ils ont faite en vacances. C'est une expérience incroyable, une leçon d'humilité. On continue autant que possible à partager cette passion avec tout le monde. Une fois que quelqu'un a ouvert les yeux, a vu cette beauté, son pouvoir, sa fragilité et sa gaieté, son cœur s'ouvre en grand et il change de comportement.